Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes du côté de la Maison de l'Habitat et du Territoire à Épinal qui a ouvert ses portes en juin dernier. Un guichet unique pour vous conseiller sur la rénovation et la construction. On en parle tout de suite. Nous sommes donc à l'intérieur de cette maison de l'habitat et du territoire. Je suis avec Michel Henrich, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et donc, expliquez-nous un petit peu, finalement, c'est quoi ce bâtiment? Il a été inauguré en juin dernier. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Alors, c'est un bâtiment qui a plusieurs fonctions. La première de ces fonctions, c'est d'être une maison de l'habitat, c'est-à-dire un guichet unique pour tout ce qui concerne l'habitat, la rénovation énergétique. On a fait le constat que c'est un véritable maquis qui se propose aux particuliers, aux habitants, et que pour y voir clair, il faut un guichet unique où on a tous les services. On a actuellement 150 à 160 foyers qui viennent nous voir par mois pour se renseigner, et on les guide et on les accompagne pour leurs projets de rénovation ou bien d'amélioration ou de rénovation énergétique. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Alors évidemment, on reçoit aussi ici les artisans. C'est aussi une maison qui est ouverte aux artisans parce qu'eux-mêmes ont besoin d'être tout le temps mis au courant des nouvelles décisions en matière de rénovation, mais aussi en matière de financement. La première des choses qui intéresse les personnes, c'est le financement. Et ensuite, grâce à nos 6 conseillers, on arrive à les orienter vers d'autres travaux qui seraient à faire pour optimiser vraiment leur habitat. Donc ici, c'est première fonction, maison de l'habitat. Tout le rez-de-chaussée est consacré à ça, du moins une grande partie du rez-de-chaussée. Pour le reste, ce bâtiment abrite également le siège de la communauté d'agglomération. Oui, il y a pas mal de monde qui travaille ici maintenant. Oui, plus d'une centaine de personnes. Et puis le PETR, le pays d'Épinal Cœur des Vosges, et puis le SCOT des Vosges centrales et la SEM Terrenaire. Donc vous avez 4 structures, dont la plus importante étant la communauté d'agglomération, qui sont ici dans ce bâtiment. Bâtiment qu'on a voulu, bien sûr, des plus exemplaires. Et c'est donc une entreprise locale, vosgienne, qui a remporté le marché. Toutes les entreprises qui ont participé à ces travaux sont des entreprises vosgiennes, ce qui démontre un savoir-faire tout à fait extraordinaire. C'est un bâtiment donc dernière génération, vous nous l'avez dit. On est à quel budget ici alors? Alors là, c'est un budget de 6,9 millions qui a été subventionné à hauteur d'un peu plus de 40%. Ce qui veut dire qu'on est sorti parking compris. On propose 90 places de parking au total. Il y en a 35 en sous-sol et le reste en extérieur. Parking compris, on est à 2 460 € du mètre carré, ce qui est extrêmement compétitif. Sachant que dans ce contrat global de performance, l'entreprise qui a remporté le marché, en l'occurrence Charpentouot, qui est mandataire pour tous les autres, paiera le coût de l'énergie durant 4 ans de ce bâtiment. Au tout début de ce projet, quelques voix se sont élevées. On a reproché de se tourner vers un bâtiment neuf, assez coûteux, plutôt que d'aller vers du bâti déjà construit. Pourquoi ce choix? Alors tout d'abord, je voudrais quand même rappeler à ceux qui l'avaient oublié, c'est que nous sommes ici sur une friche. Nous sommes sur une friche ferroviaire. Ici, on avait les bâtiments du Cernam, dont nous avons fait l'acquisition, qui ont été rasés par le PFGE. Donc, on est déjà sur une friche. Ensuite, il est impossible, dans un bâtiment ancien, d'avoir quelque chose d'aussi rationnel et surtout d'aussi fonctionnel et qui coûtera si peu en fonctionnement. Donc, en plus, on voulait en faire un bâtiment démonstrateur pour montrer les savoir-faire et les possibilités que nous avons ici de construire un bâtiment entièrement en bois. Même s'il n'y paraît pas toujours en le regardant, il faut le savoir, il est strictement, entièrement conçu en bois. Il n'y a qu'un bardage sur les extérieurs, sur les façades les plus exposées. Mais il fallait un bâtiment démonstrateur exemplaire qui témoigne du savoir-faire de nos entreprises, et ça a été parfaitement le cas, et à très haute performance énergétique, mais aussi à très grand confort. Et le tout sur une friche industrielle. Alors je crois que là, mais vous savez,
tous les bons projets sont toujours contestés. On ne peut pas faire en que 30 des ans heureux. ou 40 ans de vie d'élu, ça je peux le confirmer. Chaque fois qu'un projet est contesté, c'est bon signe, c'est-à-dire que c'est un bon projet. Très bien, merci Michel Henrich d'avoir répondu à nos questions. On se tourne du côté de la Déodacie qui met en place aussi des dispositifs, c'est des dispositifs nationaux qui s'appellent Habiter mieux et qui aident les personnes à s'installer, à aller vers la transition énergétique dans leur habitat. On regarde ça, c'est un reportage de nos archives et on se retrouve juste après. Angélique et Romain ont eu un coup de cœur pour cette maison à la lisière de la forêt sur la commune d'Étival-Clairefontaine. Mais les travaux à réaliser auraient pu compromettre l'envie de l'acquérir. C'était sans compter sur le dispositif Habiter mieux qui s'adresse aux revenus modestes. Des aides financières validées par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour des travaux de rénovation énergétique. Et le rêve est devenu réalité. On a fait isoler les combles, on a fait poser une VMC, on a changé le poêle qui se situe dans le salon, on a fait changer quelques menuiseries, donc la porte d'entrée et des fenêtres. Et la chaudière, oui, important. La chaudière, on avait une vieille chaudière à fioul qui était sur le point de mourir, donc c'est plutôt bien tombé. Là, on a une chaudière appelée. Résultat, 35 000 € de travaux en tout et en prime, une visite officielle, car ce dossier est le 1000e validé par l'ANA sur un territoire englobant la Déodacie, Bruyères et Gérardmer depuis le lancement du programme en 2013. En gros, on peut aller jusqu'à 50% de prise en charge, alors comme ce sont souvent des travaux importants, une chaudière à granulés comme ici, des changements d'huisserie, on est souvent sur des aides de 15, 20 000, jusqu'à 15, 20 000 € pour une habitation, ce qui est extrêmement considérable effectivement. Pour plus de rapidité dans le traitement des dossiers, il transite désormais par un guichet unique, le pays de la Déodacie. Il faut compter à peu près 2 mois. 2 mois, parce que ça part à l'ANA, mais pratiquement, nous, on sait déjà si c'est validé, si c'est valable ou pas. Après, ça reste à déterminer en fonction du montant des travaux. Les collectivités locales apportent également leur soutien. La Déodacie veut prouver que la transition écologique est accessible à tous. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un territoire qui se bouge pour la transition écologique, un territoire exemplaire, on a envie d'y habiter, on a envie de s'y installer parce que c'est un territoire innovant et un territoire où on peut vivre en accord avec la nature. Le gain énergétique promis après travaux est de 65% pour cette maison, un nid douillet en perspective pour ces jeunes propriétaires. Nous sommes de retour à la Maison de l'Habitat et du Territoire à Épinal. Je suis cette fois avec Adrien Larocque. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service Habitat. Et alors justement, expliquez-nous un petit peu où on se trouve ici. C'est ici que les gens viennent, qu'on les conseille. Expliquez-nous un petit peu. Absolument, voilà, on se trouve précisément dans l'espace pédagogique. C'est un lieu qui a été pensé pour parler de la rénovation de manière un peu ludique et concrète. Donc là, précisément, on est dans la zone matériothèque où on parle de matériaux, de techniques très précises. Voilà, avec la chance d'avoir une maquette qui nous a mis à disposition pour illustrer tous les corps d'étain liés à la rénovation. On a aussi voilà, des échantillons de matériaux qu'on peut toucher, palper. Ça rend concret un petit peu le côté travaux avant de le faire. Tout à fait. Il y a aussi un espace là-bas, vous l'avez dit, avec tout ce qui est un petit peu information qu'on peut trouver, c'est ça Oui. Alors, on a un espace ressources avec de la documentation sur la rénovation, mais pas que, sur tout ce qui est transition écologique au sens large. Et puis, en dernier lieu, on a un espace rencontre où on tient un rendez-vous comme aujourd'hui, ou de manière périodique des temps d'animation avec l'ensemble des acteurs de la filière de la rénovation, donc les artisans, les architectes, maîtres d'œuvre, agents immobiliers, pour parler de sujets très précis. Alors, très concrètement, maintenant, les gens qui viennent vous voir, comment ça se passe? Ils prennent rendez-vous et puis surtout, ils viennent vous voir pourquoi? Ils ont un projet déjà ou parfois ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Quels sont les cas de figure? Alors la thématique de la rénovation, c'est très très vaste. Il y a beaucoup de communication, il y a pléthore d'aides financières et tout un tas d'acteurs qui communiquent là-dessus. Donc les gens s'y perdent déjà, donc on essaie de simplifier le discours avec ce petit logo qu'on a ici, voilà, l'Aglo aide votre réno. On a voulu un slogan un peu percutant et puis facile à retenir, avec simplement un numéro de téléphone et une adresse mail. Donc on espère à travers cette communication que les gens viendront en première intention nous voir. Après, notre objectif, c'est de les accompagner à définir
le bon projet de travaux adapté à leur situation, réalisé au juste prix par les artisans qualifiés, et puis des travaux surtout qui vont permettre de leur faire un maximum d'économie d'énergie. Donc je rappelle que c'est un service gratuit, et après donc vous les dirigez finalement, vous n'avez pas vos propres artisans ici, on est bien d'accord, vous êtes indépendant, oui. Mais vous avez un listing et puis vous vous orientez en fait finalement. Alors tout à fait, d'abord c'est un service gratuit, neutre, indépendant, on n'a rien à vendre, on n'est pas affilié à qui que ce soit, et puis on va d'abord en première intention voir quel est le bon projet de travaux, parce que souvent les gens viennent nous trouver avec une idée j'ai entendu qu'à la radio on pouvait remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur, à quels aides j'ai droit. Donc nous, systématiquement, on retourne la question en disant la pompe à chaleur c'est peut-être bien, effectivement, mais quel est votre besoin? Est-ce que votre besoin prioritaire pour faire des économies d'énergie, c'est de remplacer votre système de chauffage? Donc on va regarder ça, on va poser tout un tas de questions au ménage pour bien comprendre sa situation, l'âge de l'habitation, les travaux qui ont déjà été entrepris, faire un point sur ses consommations, et après on va dresser hiérarchiser les travaux par ordre de priorité. Qu'est-ce qu'il faudra engager en 1 et qu'est-ce qu'il faudra engager de manière globale pour atteindre un niveau de performance élevé, type bâtiment basse consommation. Donc ça, c'est vraiment l'objectif vers quoi on va accompagner et sensibiliser les ménages. Alors aujourd'hui, vers quoi on dirige les gens? Alors j'ai bien compris que c'est aussi en fonction de leur budget, mais voilà, est-ce qu'il y a des matériaux qu'on utilise et d'autres qu'on n'utilise plus? Quelles sont les tendances, on va dire, du moment? Alors il n'y a pas de recette toute faite. La priorité, c'est de renforcer l'enveloppe du bâtiment, donc l'isolation. L'isolation, ventilation, ce sont les premiers postes qu'il faut vraiment améliorer pour, dans tous les cas, que le bâtiment ait un besoin modéré en énergie, en chauffage. Voilà. Et après seulement, on va regarder la technique pour les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Mais d'abord, on travaille sur le renforcement de l'isolation. Et en termes de matériaux, après, ça va être lié à la nature de l'habitation. Est-ce que c'est une habitation traditionnelle construite en pierre avec un liant à la chaux, ou est-ce que c'est une habitation qui est construite en aggloméré? En fonction du type de construction, on ne va pas orienter vers le même type de matériaux. On s'adapte. On s'adapte à la situation, il n'y a pas de dogme. Et bien sûr, on encourage aussi à l'utilisation des matériaux biosourcés. Voilà, parce que la plupart sont issus d'une production locale aussi et sont surtout renouvelables, recyclables. Donc c'est vrai qu'on encourage, et la communauté d'agglomération met en place des aides spécifiques d'ailleurs pour financer ces isolants. Voilà, mais après, il faut vraiment, il n'y a pas de recette toute faite applicable. C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, effectivement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission et on va parler cette fois-ci du bâtiment dans un instant avec l'architecte. Mais justement, des bâtiments comme ça, il y en a d'autres, des bâtiments très exemplaires. C'est le cas notamment des locaux de l'ONF qui ont ouvert leurs portes il y a 1 an. On regarde le reportage tiré de nos archives. Ce bâtiment, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, bien au contraire, il la dévoile. Maître d'œuvre ou d'ouvrage, financeurs, tous avaient la satisfaction de l'inaugurer ce vendredi. Ce bâtiment est un modèle de construction qui réunit à Épinal la Chambre d'agriculture et l'Office national des forêts. C'est surtout le premier bâtiment en France certifié PEFC, donc durable, car construit en circuit court, de l'architecture à l'ameublement, avec des bois issus de forêts dans un périmètre maximum de 50 km. Le bois, un matériau chaleureux, parole d'employé. On travaille dans les bureaux qui sont très lumineux et très agréables au niveau agencement et aussi avec la présence du bois dans chaque bureau. Une petite fierté aussi de se dire que c'est du bois qui provient de nos forêts. Et c'est vraiment un cadre de vie très agréable. On a des espaces de convivialité. Un bâtiment qui est aussi une vitrine de la filière bois vosgienne, car 90% des entreprises retenues lors du marché public sont originaires du pôle d'excellence rurale du département. Production, chaufferie, architectes et charpentiers.
Les jeunes élèves, ingénieurs de l'ENSTIB d'Épinal, apprentis du bâtiment, du CFA d'Arches, de l'ameublement, du CFA de Liffol-le-Grand et du CFA paysagiste de Roville-aux-Chênes, ont aussi mis leur pierre à l'édifice. C'est un projet de territoire qui fait déjà école. Ce bâtiment fait école en France, fait déjà école dans les Vosges, fait école dans la région et effectivement doit faire école au niveau national et international parce que c'est l'exemple qu'on peut construire en local avec des entreprises locales et en tenant des coûts raisonnables. On a eu des visions des Pyrénéens, des gens de Haute-Marne, voilà, on a eu vraiment beaucoup de visites et c'est aussi notre but avec la Chambre d'agriculture de pouvoir accueillir d'autres porteurs de projets, évidemment vosgiens. On a 3 communes qui vont partir sur un même modèle, halte garderie, etc., enfin d'autres modèles similaires. Avec l'utilisation de la ressource bois locale, pas de problème de tension sur le marché des matériaux et cerise sur le bâtiment. Cela se voit aussi sur le prix de la construction, 1 800 € du mètre carré, coût total du projet 6 millions. Nous sommes de retour du côté de la maison de l'habitat et du territoire à Épinal. Je suis avec Nicolas Bouillon, bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie d'un des 2 cabinets d'architecture qui ont suivi ce projet. Oui, donc vous êtes architecte. Oui. C'est vraiment un bâtiment très moderne et exemplaire. Comment est-ce qu'il a été pensé ici ? Il doit être le moins énergivore possible, j'imagine. Oui, alors c'était une des clauses du marché qui était primordiale et qui est tout à fait exemplaire par rapport aux enjeux environnementaux actuels. Le premier enjeu, c'est vraiment sa localisation, parce qu'on est sur une ancienne friche industrielle, oui. Donc une reconversion qui est très importante avec d'un ancien parking, et sa localisation vraiment en cœur de l'agglomération. Donc ça, c'était le premier enjeu. Son exemplarité aussi est dans sa compacité. À l'heure actuelle, il faut des bâtiments compacts pour être le moins énergivore possible. Et puis l'idée fondatrice du bâtiment, c'était vraiment de créer une maison qui accueille le public, qui accueille les utilisateurs et qui soit très confortable pour les personnes qui travaillent dedans également. Donc c'est un bâtiment qui est exclusivement en bois, c'est ça, oui. Bois biosourcé, c'est une filière courte, ça aussi c'était important ? Ah oui, c'était très important, mais c'est quelque chose qu'on a monté dès le démarrage de la composition de l'équipe qu'on a forgé autour de nous. Donc c'est l'entreprise Vaux Charpente qui est implantée à Sainte-Marguerite, près de Saint-Dié, donc qui est une entreprise locale qui était mandataire du groupement et on s'est attaché à créer une équipe qui soit locale. Donc on est 2 cabinets d'architecture vosgiens avec des bureaux d'études vosgiens qui nous ont secondés et même dans le suivi de chantier, les entreprises qui sont intervenues sont des entreprises également qui sont vosgiennes. Donc là c'était vraiment une volonté de notre part de créer cette synergie locale en corrélation avec l'enjeu environnemental de ce bâtiment. Je vous propose maintenant qu'on entre à l'intérieur du bâtiment pour découvrir le rez-de-chaussée. C'est un bâtiment que vous avez choisi de chauffer aussi par le système de géothermie. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. C'est quelque chose aussi de très écologique finalement. Oui, tout à fait, parce qu'on utilise une ressource qui est locale. On va utiliser la nappe phréatique qui a une température constante. Donc on a un apport de calories, que ce soit en hiver comme en été, qui est très réduit. Donc on a une consommation qui est très réduite. Mais je me permets juste de préciser qu'au-delà du système de chauffage, avant tout, on est sur un bâtiment d'ordre passif. D'accord. Donc le but primordial, en fait, ça va être de rechercher une isolation qui soit optimale. Donc une isolation aussi bien thermique que phonique, on s'en rend compte, on n'entend rien, puis c'est une route très passante, il y a le train derrière. Et il y a la voie ferrée derrière, donc voilà. Donc on essaye vraiment en premier lieu d'avoir une isolation qui soit optimale, qui soit efficiente, et le chauffage vient simplement comme un appoint en fait. Il faut vraiment raisonner dans cette logique-là en passif. C'est-à-dire qu'on a une isolation qui est très importante, une inertie aussi, parce qu'on peut avoir une très bonne isolation, mais avoir une inertie qui soit mauvaise, c'est-à-dire que le bâtiment met beaucoup de temps à se réchauffer ou beaucoup de temps à se refroidir. Là, on est sur de la fibre de bois, donc on a quelque chose qui est vraiment très efficace. Et le chauffage donc vient en complément, et là on est sur de la géothermie. Il y a aussi un travail qui a été fait au niveau de l'éclairage. L'idée c'est que rien ne se perd, les éclairages sont automatiques, c'est ça ? Tout à fait, on a une gestion qui est automatisée, mais sur l'intégralité du bâtiment. Alors l'éclairage, bien entendu. Donc on a vraiment un apport lumineux sur l'éclairage LED qui se fait automatiquement selon les besoins et selon l'exposition des façades.
bien entendu, les façades ouest-ouest ne vont pas avoir les mêmes apports lumineux au long de la journée. Donc on a cet apport qui se fait de façon régulée pour assurer un confort optimal aux utilisateurs. Sans oublier enfin les panneaux photovoltaïques, hein, c'est ça, pour optimiser vraiment la consommation. Tout à fait, on a à peu près 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture, donc qui assurent une autoconsommation du bâtiment. Donc vous êtes autosuffisant quelque part ici grâce à ces panneaux? Oui, alors l'autosuffisance, il faut un peu de recul pour évaluer la consommation. Ça a été calculé de cette façon-là. Et après, il y a une revente du surplus pour essayer d'équilibrer une facture globale des bâtiments qu'il peut y avoir sur l'agglomération. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. On connaissait le jardin à la française tiré au cordeau et le jardin à l'anglaise irrégulier, mais le paysagiste pépiniériste Éric Lenoir, invité par la médiathèque de Jessay dans le cadre des rencontres Un monde rêvé proposées par le département des Vosges, cultive une nouvelle voie, celle du jardin punk, le jardin de nos futurs comme il aime à le dire. Ce jardinier rebelle s'élève contre l'artificialisation des sols qui gagnent du terrain, alors qu'en ville, le végétal doit prendre toute sa place. Et chacun peut devenir jardinier à son niveau. Sa méthode, il l'a retranscrit dans un petit et grand traité sur le sujet. On notera ces quelques astuces, surtout en faire peu et laisser faire la nature sauvage avec toute sa biodiversité. La guider mais avec une économie de moyens, créer par exemple une autopépinière et stimuler la régénération spontanée. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Yumna. Quelques notes de guitare et une marionnette aux expressions plutôt réalistes. Dans ta valise, mise en scène par Marie Normand, est en tournée jusqu'au 8 décembre sur le territoire de l'agglomération d'Épinal. La collectivité est le principal soutien de la compagnie vosgienne Rêve Général, aux côtés du département et de l'État. 18 représentations scolaires et 2 tout publics, comme ce fut le cas cette semaine à Padoue et à Sanchet. Rendez-vous ce mardi 15 à Rehincourt, vendredi 25 à Arches, puis début décembre à Charmes et à Uri-Ménil, soit près d'1 millier de spectateurs attendus. Dans ta valise raconte l'histoire de Yuna, une petite fille qui a fui les dangers de son pays et qui doit s'adapter à sa nouvelle vie. Un spectacle qui propose également une expérience immersive avec bruitage et musique réalisée en direct. Une créature tout à fait fantastique qui empêche les cauchemars de se développer. Le Baku est un personnage de la mythologie japonaise que nous invite à découvrir le peintre Marc Petit, exposition à la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal d'une trentaine de peintures illustrant des croyances de tous les temps et de tous les pays, des œuvres à la ligne claire et aux couleurs vives pour un voyage dans l'imaginaire que le peintre mène depuis plusieurs années et qui va lui prendre encore un peu de temps. Il en a en effet déjà peint 552 sur ce thème et prévoit d'en réaliser 1 millier, une exposition à parcourir jusqu'au samedi 27 novembre. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous l'avez compris, c'est ici que vous aurez tous les conseils pour rénover ou construire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine au Salon de la Gourmandise. À très bientôt.